à 1 heure de route de Paris, direction Senlis. Ce matin-là, à la brigade de gendarmerie, Emmanuel, cet adjudant de 46 ans, dirige une opération un peu spéciale. Bonjour, inspectrice, ça va? Donc aujourd'hui, on va contrôler 2 entités de la Circo de Senlis, d'accord? Emmanuel escorte ses agents de l'État pour un contrôle antifraude dans des restaurants. Il y a là des inspecteurs du travail, du fisc, mais aussi de l'hygiène. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour le contrôle CODAF? Oui. Ok. Bon, c'est parti alors. Le groupe va inspecter les cuisines de plusieurs restaurants pour voir si tout est en règle. Direction un centre-ville tout proche. Ah ouais. Emmanuel et les contrôleurs débarquent par surprise dans cet établissement spécialisé dans le couscous et la pizza. Les agents de l'État tombent sur le patron en plein service de midi, loin de se douter de ce qu'ils vont découvrir. Bonjour, monsieur. C'est pour un contrôle, monsieur. Il y a la gendarmerie, l'inspection du travail, l'URSSAF et l'hygiène. Ah oui, d'accord. Ok. C'est groupé pour pas vous déranger plusieurs fois. C'est Michel, cet inspecteur de l'hygiène, qui attaque le contrôle. Il préfère rester anonyme, car certains patrons peuvent se montrer agressifs à l'issue de ces visites. Pour commencer, il passe en revue les stocks du restaurant. Excusez-moi. Hop. Allez-y, Voilà. je me permets. Allez-y, attendez, je vous allez me La cuillère, c'est bien. Là, je regarde tous les produits qui sont en stock au niveau de la chambre froide, voir un peu quand ça a été fabriqué, quand ça a été cuit, s'il y a une traçabilité sur le produit, et si les produits ne sont pas à date dépassée, à date dépassée ou pas. Voilà. À l'intérieur, c'est le bazar et l'hygiène semble douteuse. D'ailleurs, un détail attire l'œil de l'inspecteur. Alors, le poulet, il était cuit quand? Hier soir, cette nuit. Hier Cette soir. nuit. Cette nuit? Ouais. Donc, faut Ouais, pour le couvrir, ouais. penser à le filmer. Ouais, je sais, monsieur, je sais. Donc, C'est juste... Et donc ça, ce que vous avez cuit hier, au niveau de traçabilité, vous l'avez? J'ai jeté le carton, monsieur. Et l'étiquetage? J'ai jeté. Faut conserver, faut pas jeter. Ah, D'accord. jeté pas. Ouais, il n'y a pas de souci. Les plats sont conservés plusieurs jours et sans protection. Mais pas de quoi démonter le restaurateur. Et là, la température, vous n'allez pas me la prendre parce que ça fait 20 minutes que vous avez laissé la porte ouverte. Voilà, il ne faut pas qu'on la laisse. C'est sûr. L'inspection peut lui coûter cher, pourtant le patron n'a pas l'air franchement stressé. Ok, donc là on est plus dans la partie côté plonge. Voilà. La partie côté cuisson, c'est là. Ouais. Et du côté des fourneaux, ce n'est pas vraiment mieux. On va penser à nettoyer un peu tout ça. Je les emmène au Karcher. Ouais, Ouais, ils ont besoin là. Ils ont besoin. D'accord. Pourtant, le patron continue son petit numéro. J'espère que j'aurai une étoile après, monsieur. Hein? Avec tous ces contrôles à midi, tout ça, il faut que j'ai une étoile après. Malgré l'humour du chef, Michel reste stoïque. Et il ne tarde pas à faire de nouvelles découvertes. Donc sur le là, vous stockez quoi en dessous? Vous verrez, vous allez voir, monsieur. Là, ça c'est à moi, c'est personnel. C'est le piment, je ne donne pas ça aux clients. D'accord. Et ça, c'est la sauce à C'est la pizza. sauce, là, Voilà. c'est l'accompagnement. C'est la crème fraîche. La crème fraîche, hein. J'espère qu'elle n'est pas périmée. 7-4. 7-4, c'est bon, on est bon. Ok, c'est parfait. Celle-là, j'avais le doute par contre. C'est pour ça que je vous ai dit, j'espère qu'elle n'est pas périmée. Pas de souci. Celle-ci, j'ai le doute. Mais le reste, il n'y a aucun souci. Le restaurateur est très sûr de lui, mais son attitude va lui jouer des tours. Et là derrière, c'est du jambon? Non, celle-là, je l'ai annulée. C'est du jambon mort. J'ai ouvert une deuxième exprès. Donc, celle-ci, c'est poubelle. C'est pour ça que j'ai ouvert la deuxième. Ok. Donc vous mettez à la poubelle. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis ensemble. Le fromage, tout ce qui est périmé, j'ai dû le trouver en plein service. J'ai mis de côté, j'ai ouvert un autre paquet. Les bousillots de saumon, vous allez me les jeter. Ouais, s'il vous plaît. Il est mort. 28 mars. Ah, ça par contre, je jette. Et on mettra du produit dessus? Ouais. Oh non, ça ne m'intéresse pas. Vous savez quoi, regardez. On Ouais, va mais le produit. Voilà. Ok. Mettez ça comme ça. Honnêtement, je ne l'ai pas vu celle-là. Je l'aurais vu, je l'aurais... VLC, 28 mars 2019. C'est quoi le but de vérifier tout ça dans les frigos? Ben, c'est pour éviter que les personnes qui mangent au restaurant soient malades par la suite ou intoxiquées. Les infractions s'enchaînent, les unes après les autres. Mais le patron ne se démonte pas et continue à faire le show. Donc ensuite, vous avez une friteuse
Oui, vous voulez regarder l'huile? Si, il faut la voir, venez. Venez avec votre caméra, monsieur, si vous voulez. Regardez. Ouais, on voit qu'elle est claire. D'accord? Vous pouvez changer à quelle fréquence? Celle-là, je la fais à peu près maximum 2 mois. D'accord. Mais à l'œil, aussi que je vois le truc. Ça se voit. Dans une friteuse professionnelle, l'huile doit être changée toutes les 2 semaines en moyenne. Michel, un peu consterné, ne laisse rien paraître face à cet homme décidément très bavard. Mais moi, quand je fais le travail, je le fais par amour. Ce que je fais, j'élève mes enfants dans la dignité, monsieur. L'inspecteur note toutes les infractions dans cette cuisine où l'hygiène de base est douteuse. Votre lave-main au niveau de la cuisine, il est où? Il est là. Je l'ai pas utilisé en fait. Voilà. Mais généralement, c'est là-bas. Venez voir. Regarde, j'ai les mains sales par exemple. Ouais. Voilà, regardez. Elles sont sales mes mains. Ouais. J'arrive, je fais juste ça. Ouais. Vous comprenez? Et je fais ça. L'affaire est close. Mais j'ai un lave-main là-bas. C'est pour ça que les règlements, je l'ai. Il devrait être utilisé. Je l'ai. Des mains lavées à la va-vite, après plus d'1 heure de contrôle, le bilan n'est pas reluisant pour le restaurateur. Il y a un peu des problèmes d'entretien de nettoyage à faire. Par endroit, le congélateur, il y a de la rouille il y a des choses à nettoyer, à changer. Et puis le lave-main qui est réglementé au niveau d'une cuisine, il est encombré, il n'utilise pas, il utilise la plonge à la place. Une liste d'infractions qui finit par avoir raison du bagou du gérant. Je ne mets pas monsieur. Là, écoutez, monsieur, je dois travailler, ou alors je ferme le restaurant. Vous me convoquez, je viendrai dans le bureau. Parce que là, je ne peux plus attendre. C'est bon, monsieur, vous sortez, s'il vous plaît. Là, il faut que je serve ces clients, ils vont repartir au travail, je ne peux plus attendre. Le patron s'impatiente, mais son sort est déjà scellé. Dans quelques jours, il recevra le bilan du contrôle et la facture risque d'être salée. La suite, ça risque de partir sur une mise en demeure, sur une durée de 3 mois, voir si ça en est, et puis dans 3 mois, je repasserai. Voilà. Parce que le contrôle est quand même pas très positif pour... Ben non, parce qu'il y a quand même pas mal de points à améliorer, une bonne piqûre de rappel, et puis dans 3 mois, on verra comment c'est que ça en est. Voilà. Sous la menace d'une fermeture, le restaurateur n'a pas eu le choix. Depuis ce tournage, Michel l'inspecteur est repassé. Le patron a revu l'hygiène de fond en comble dans ses cuisines. Mais voilà, malgré une centaine de contrôles par jour, les inspecteurs ne peuvent pas être partout. Car il faut surveiller les restaurants, les cantines scolaires et même les usines où sont fabriqués nos plats préférés. Alors depuis peu, des détectives un peu particuliers prennent le relais, avec des méthodes radicales. Au cœur de Paris, à une adresse qu'ils préfèrent garder anonyme, des enquêteurs d'un nouveau genre se sont fait une spécialité d'informer les consommateurs sur la face cachée de nos assiettes. Salut Sam. Salut. Salut Isis. Ça va? Ouais. Ouais, ça va. Sébastien, 46 ans, est un ancien prof, devenu le cauchemar des industriels de l'alimentaire. Il y a 11 ans, il a fondé cette association. Du coup, ils sont allés dans l'élevage, prendre des images, filmer. L'arme de Sébastien, des vidéochocs, souvent plus redoutables que la visite d'un inspecteur de l'hygiène. Les consommateurs y découvrent les coulisses de leur marque favorite. Et certaines images ont déjà fait plier les géants de la grande distribution. Comme ici, sur le business des œufs, issus de ces poules élevées en cage. Suite à cette vidéo, plusieurs chaînes d'hypermarchés se sont engagées à l'arrêt de leur commercialisation. C'est des images qui sont très fortes et c'est là qu'on s'est aperçu que si on voulait avoir vraiment une vraie information pour le grand public, il fallait qu'on montre des images pour qu'il y ait une vraie prise de conscience et une vraie mobilisation des services derrière. Le problème, justement, c'est que les services de l'État ne suivent pas toujours. Alors désormais, c'est vers l'association que de plus en plus de consommateurs se tournent pour dénoncer les industriels qui flirtent avec la loi. Ce matin, dans la boîte mail de Sébastien, un message inquiétant. Isis, t'as vu cette alerte là sur les veaux? Ça me paraît bien intéressant. Et visiblement, il a bossé plusieurs années dans la filière. Ah ouais, donc il connaît bien. Il connaît bien. Pour ces enquêtes, ça commence souvent par un tuyau. Ici, un salarié en conflit avec son patron balance sur sa société spécialisée dans les veaux de boucherie. Les conditions sanitaires y seraient précaires. Le temps d'un rapide coup de fil. Vous seriez
prêt à me rencontrer, éventuellement me montrer des lieux. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bonne journée à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sébastien a peut-être là un début de piste pour confondre un professionnel qui ne respecte pas la loi. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons à côté de Brest, en Bretagne. Une zone agricole avec de nombreux élevages. C'est là que vit la source de notre enquêteur. Il lui a donné rendez-vous dans cet endroit à l'écart. Pour sa sécurité, l'homme a demandé à rester anonyme. Bonjour. Salut, bonjour, Sébastien. Bon, enchanté. Très vite, cet employé qui achète des veaux de boucherie explique qu'il a alerté les inspecteurs de l'État, la DDPP, sur les pratiques sanitaires douteuses de son employeur, en vain. Au départ, je ne comptais pas vous contacter. Je pensais contacter les autorités compétentes à l'origine. Service vétérinaire. DSV, maintenant c'est DDPP, je crois. Ouais. Et non, ils n'avaient vraiment pas l'air intéressés. Et à la question si c'est vraiment si urgent que ça, s'il y a vraiment des choses à dénoncer, il y a l'association L214 et la fondation Brigitte Bardot. Vous n'avez qu'à les contacter. C'est la DDPP qui vous a répondu ça? La DDPP qui m'a dit ça. Carrément. La personne au téléphone que j'ai eue. C'est cocasse. Ouais, ça m'a interloqué, choqué. Visiblement, l'homme en connaît un rayon sur le dessous de nos assiettes. Selon lui, cette viande de veau suspecte, n'importe quel consommateur peut en acheter dans les hypermarchés de la région. Bon, on prend la voiture? Oui, bien sûr. Allez. Bon. Nous le suivons avec Sébastien dans une grande surface aux alentours, en caméra discrète. Direction le rayon frais. Ici, de nombreux clients choisissent leur viande chaque jour. Ah ouais, on a du veau. Là, c'est des veaux là. Très vite, l'homme repère cette barquette, une blanquette de veau avec au dos un numéro d'abattoir. Quand on regarde la provenance derrière, c'est des veaux venant de ces élevages-là. Oui, ça c'est sûr. Alors, à quoi ressemblent ces élevages suspects? L'employé guide Sébastien vers l'une de ses exploitations. Une ferme isolée où Sébastien va faire un premier repérage. Je pense qu'on peut trouver quoi? Non. C'est un vieil élevage au niveau des normes. Je pense pas que tout doit être respecté. Au niveau du bac à équarrissage, je pense que ça peut être intéressant aussi de voir ça. Hein. Le bac à équarrissage, théoriquement, c'est la poubelle d'un élevage. Donc ça peut être vraiment un endroit vraiment intéressant à visiter d'une manière ou d'une autre. Sébastien a des indices en main pour revenir dès le lendemain. Il est 10 h. Dans la campagne bretonne, nous retrouvons l'enquêteur. Ce matin-là, il débarque dans l'exploitation avec l'un de ses collègues. Caméra au point, ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont y trouver. J'ai vu qu'il y avait une maison à côté, c'est peut-être l'éleveur qui habite sur place. Ah, d'accord. À peine entrés, leurs doutes sur les mauvaises pratiques sanitaires de l'éleveur se confirment. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah là, t'as vu, il y a plein de mouches là. Ouais. Je me demande si je vois pas... Il y a un corps là. Une odeur nauséabonde flotte tout autour de la ferme. Avec le... Regarde comment les écoulements déjà par terre, tu peux filmer tout ça. C'est pas du tout étanche. Non. Bah non, tu parles, c'est des plaques de bois. Oh, wow. Ouais, d'accord. Cette grande caisse en bois, c'est un bac d'équarrissage. En clair, la poubelle de la ferme. À l'intérieur, des veaux morts depuis plusieurs jours. Il y en a deux, ouais. Qui sont en train d'être décomposés là. Ils sont quand même assez âgés. Hein. Là, ça fait plus de 2 jours qu'ils sont là-dedans, c'est sûr. Il y a plein d'asticots. Ouais. L'odeur est assez forte, hein, très limite tenable. Le bac ne respecte pas les normes en vigueur. La loi impose qu'il soit fermé et placé hors de la ferme pour éviter la contamination de l'élevage par les cadavres. Les deux enquêteurs cherchent le propriétaire pour lui demander des explications. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Allô? Personne à l'horizon, Sébastien et son collègue poussent leurs investigations.
On dirait presque que c'est laissé à l'abandon, mais que c'est pas à l'abandon, quoi. Parce qu'on entend les bruits de ventilo et de ça. C'est un endroit où il y a des veaux, mais c'est déjà une ruine. Vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller. Ouais. Alors que Sébastien tente de trouver l'éleveur, son collègue part filmer ses veaux de boucherie. Et effectivement, les conditions sanitaires laissent à désirer. Oh la vache. En fait, c'est pas de la paille. Ah bah tu comprends. Enfin, c'est de la paille, mais avec les excréments, c'est devenu une forme de lisier et ça, avec la chaleur, ça fermente et ça devient un truc qui doit les ronger en fait. Ça doit être hyper acide. Et ils dorment là-dessus, il n'y a rien. Ils ont tous la diarrhée. Ah, ils sont pas en bon état. Hein. Chez les veaux, la diarrhée trahit la présence de bactéries ou de parasites. D'ailleurs, un peu plus loin, l'éleveur collectionne les médicaments dans un réfrigérateur insalubre. Ouh là là, mais attends. Oh là là, bah attends, je vais filmer, tu verrais l'état du frigo, c'est carrément une infection. Des médicaments contre les infections digestives et respiratoires dont peuvent souffrir les veaux. C'est moisi, partout il y a des mouches. Des conditions d'hygiène tout aussi inquiétantes dans le reste de l'élevage. Entre saleté et désordre à tous les étages. Alors? Bah c'est ignoble. Et l'odeur aussi? Non, c'est dégueulasse. Il n'y a aucun endroit sec où ils peuvent... Aucun endroit sec. Ils vivent dans leur diarrhée, leur merde et tout ça. Bah, en fait, les veaux, ils chopent des maladies. Le frigo, de toute façon, il n'est même pas branché. Donc j'imagine qu'il y a des médicaments qu'on doit laisser dans les frigos à température froide. Bah, là, c'est pas le cas. Dans le frigo, c'est trié quand même? Non, c'est pas trié, c'est tout en vrac. Et non, franchement, c'est dégueulasse. Hein. Sébastien et son collègue ont collecté quelques vidéos qu'ils vont bientôt mettre en ligne. La suite, ça va être de regarder les images, de les dérocher, de regarder les produits, peut-être interdits, des antibiotiques, des hormones. On va regarder ça de près. Et puis après, on va assembler les images pour faire un montage. Ça va encore durer des années, un élevage comme ça. Donc on n'a pas le choix à un moment donné. Je pense qu'on va faire un signalement et on va sortir les images pour que ça bouge. Ces images, nous les avons montrées à un expert en matière de viande bovine. Un spécialiste de la réglementation pour les agriculteurs. Bonjour. Merci de me recevoir. Arnaud Bensoussan est avocat. Il découvre les images tournées la veille par les enquêteurs. Donc là, le Longeau, il a quand même la vue sur l'extérieur. Au niveau éclairage, ça va, il y a des fenêtres à l'arrière, pas de problème. Le sureffectif, encore une fois, n'est pas flagrant, mais on est à la limite, à mon sens. Mais très vite, premier problème, au niveau du fameux bac d'équarrissage. Les cadavres ont eu le temps d'être colonisés par les insectes. Donc manifestement, ils sont là depuis plus de 3-4 jours. Il y a une non-conformité par rapport à ça. On est en situation de contravention, quoi. Selon lui, les conditions sanitaires ne sont pas du tout respectées. Le défaut d'étanchéité du bac, conjugué avec le maintien des cadavres, fait que par la décomposition, il y a des matières qui tombent au sol. Ça peut contaminer, mettre en danger les animaux de l'élevage. Oui. C'est déplorable de voir ça. C'est non seulement illégal, mais déplorable. Résultat, l'exploitation est hors la loi. Bon, bah là, on n'est plus vraiment sur une litière, on est sur une fosse à lisier. Je vois que les bovins enfoncent leurs sabots jusqu'au jarret, quasiment. Donc, il serait temps de faire un curage, oui. L'association a mis le doigt sur un élevage à risque. Si les inspecteurs de l'hygiène passaient par là, la sanction tomberait à coup sûr. Outre les mesures administratives, telles que les arrêtés, les mises en demeure, il peut y avoir en parallèle poursuites judiciaires, au pénal, bien sûr. Tribunal de police sont des contraventions uniquement. Tribunal correctionnel s'il y a des délits. Depuis notre tournage, l'association a déposé plainte contre l'éleveur. La justice devrait bientôt se prononcer sur l'affaire. D'autant que ces derniers mois, le business de la viande fait à nouveau parler de lui. Récemment, un nouveau scandale a frappé l'une des viandes préférées des Français, le steak haché. Cuit ou saignant, toute la famille l'adore. En moyenne, chaque Français en consomme 42 par an. Il est pratique à cuisiner et pas cher. Dans nos supermarchés, on le trouve à moins de 2 € la portion.
Dans le commerce, la plupart des steaks hachés sont de bonne qualité, estampillés du logo bleu-blanc-rouge, viande bovine française. Mais voilà, une nouvelle affaire sème le doute en faisant la une de l'actualité. Venons-en maintenant aux questions soulevées par la fraude alimentaire qui a touché plusieurs associations caritatives. En mars dernier, plusieurs associations d'aide aux démunis donnent l'alerte. Pensant réaliser une bonne affaire, elles ont commandé des millions de steaks hachés pas chers. Mais à la livraison, mauvaise surprise. 1500 tonnes de faux steaks hachés. De la viande, il y en avait dans ces steaks, mais peu. Autour de 50%, et pas seulement du muscle, mais aussi des os et des abats. Des steaks hachés comestibles, mais pas réglementaires. Je pense qu'il y a une volonté délibérée de frauder et que c'est pour des questions malheureusement financières que cette affaire arrive. Et pourtant, en Europe, la loi est claire. Un steak haché doit être composé d'au moins 80% de viande, ce qu'on appelle du muscle, et 20% de matière grasse maximum. Ça, c'est du muscle, du maigre. La marchandise venait de Pologne. En un an, c'est déjà le deuxième scandale alimentaire qui touche ce pays, devenu le premier fournisseur de la France. Nous importons un steak haché surgelé sur 4 de là-bas. Mais alors, dans quelles conditions sont-ils fabriqués? À 2 heures d'avion de Paris, bienvenue en Pologne. À 300 km de la capitale, Varsovie, direction la plus grande région d'élevage du pays. C'est là, dans la campagne polonaise, qu'ont été fabriqués les 1500 tonnes de faux steaks hachés. Ici, dans le plus grand abattoir du pays. Pour y entrer sans éveiller les soupçons, en caméra cachée, nous nous faisons passer pour des restaurateurs français à la recherche d'un fournisseur. Bonjour, vous avez pris rendez-vous? Oui. Le site est gigantesque. On nous conduit dans les bureaux de la direction. Bonjour. 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 Ravi de vous rencontrer. C'est le directeur commercial qui nous reçoit. Ça, c'est pour vous. Merci. Ok. Un catalogue maison, mais interdiction de voir l'abattoir, situé pourtant juste à côté. Tout ce que l'on en sait, ce sont ces images diffusées sur le site internet de la société. Voici la chaîne de fabrication où travaillent une centaine d'employés. 800 vaches abattues chaque jour. La société produit jusqu'à 200 tonnes de steaks hachés au quotidien. Mais voilà, que contiennent-ils? Très vite, le directeur nous l'assure, il travaille beaucoup avec des marques françaises. Pour la France, on envoie 2, 3, 5 camions par semaine. Okay. Ah oui, d'accord, c'est beaucoup. Des steaks hachés, des steaks de soja, des steaks à l'oignon. Mais pas de morceaux, pas de carcasses, seulement des steaks pour burger. Et si les marques tricolores se fournissent chez lui, c'est que l'usine polonaise peut produire à prix cassé. Pour cela, le directeur nous propose même de dépasser le taux de 20% de gras autorisé en Europe. Quelles sont les solutions pour faire des steaks hachés moins chers? Probablement quelque chose comme du soja, parce que le soja est moins cher. Quand on met du soja et presque 25% de graisse, forcément, le prix chute. Et pour faire baisser la facture, il y a encore mieux. Rogner sur la partie la plus coûteuse, les 80% de viande. Je peux? Oui, je vous en prie. Dans ce steak haché, nous mettons 100% de bœuf, mais c'est 100% de muscle ou d'autres parties. Donc on peut arranger quelque chose. Vous savez, avec les bons clients, le prix doit baisser. Alors on peut tout faire. En clair, le directeur commercial nous propose de glisser des morceaux de moins bonne qualité dans la recette. Et c'est bien là le problème. Voici le rapport du Sénat sur l'affaire des faux steaks hachés livrés en France. Effectivement, on y découvre que l'usine polonaise y a glissé des morceaux non conformes. Des tissus osseux,
du cartilage ou des morceaux d'autres steaks hachés fabriqués, mais finalement mis de côté parce qu'ils présentaient des défauts. Et plus incroyable encore, du poulet mélangé à la viande de bœuf. Tout est possible pour nous. Avec des grosses commandes, on peut vraiment tout faire. Des pratiques illégales chez nous. Merci. Pourtant, plusieurs marques françaises sont bien clientes de l'usine. Il faut dire qu'en termes de tarifs, la Pologne est imbattable. Ici, visiblement, on n'est pas trop regardant sur la recette, ni sur la qualité de la viande. Pour le découvrir, direction l'un des plus grands marchés aux bestiaux du pays. Ce jour-là, pas vraiment de la race limousine élevée en pâturage, mais 400 vaches laitières plutôt en fin de vie, vendues au plus offrant, pour un prix dérisoire. C'est combien 1800 zloty. Soit 450 €. En France, elle serait 3 fois plus chère. Mais en discutant avec les éleveurs, il est possible de tirer encore plus les prix vers le bas quand on veut fabriquer du steak haché. On veut le moins cher. Ça peut être une vache, ça peut être autre chose. Dans un steak haché, ça ne se voit pas. Avec des épices, ça passe. Tout est possible. Tout est possible. Ça dépend de l'argent. Tout serait possible. Mais alors, jusqu'où certaines marques françaises sont-elles prêtes à aller quand elles viennent négocier en Pologne ? Sur le marché, un éleveur nous a donné rendez-vous directement dans sa ferme. Il va nous donner un début de réponse. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? L'éleveur nous conduit dans son étable pour nous montrer ses vaches. Mais d'emblée, il nous prévient, c'est loin d'être du premier choix. Une vache comme ça, elle part en Italie. Les autres, elles partent à la découpe. Et les moins chères, ce sont les plus maigres. Apparemment, il a l'habitude de recevoir les marques directement chez lui. Nous ne serions pas les premiers Français à lui rendre visite. Et vous vendez pour la France? Oui, oui, oui. Les Français achètent chez moi et les emmènent à l'abattoir. Des Français viennent chez lui pour fabriquer des steaks hachés. Et pour certains, peu importe que les vaches ne soient pas très en forme. Il y a un Français qui voulait toutes les vaches au même tarif. Comme le prix était ridicule, je lui ai filé de la merde. Vu le prix, je lui ai même vendu les vaches qui étaient couchées. Une vache couchée, c'est souvent une vache malade. Mais apparemment, pas de quoi freiner les acheteurs. Régulièrement, cet éleveur en envoie à l'abattoir. Une qui se couche, ça passe. Quand on les transporte, une sur 15 qui se couche, ça peut arriver. L'abattoir va accepter, ça arrive. Des vaches malades qui serviraient à fabriquer du steak haché pour la France. Allez, portez-vous bien. Alors une question se pose. Que font les services vétérinaires polonais censés faire respecter les règles en vigueur dans toute l'Europe? De retour à Varsovie, un spécialiste va nous fournir la réponse. Nous nous rendons au siège d'une association parmi les plus actives pour informer les consommateurs. Pavel y travaille depuis 10 ans et il connaît parfaitement la filière. Régulièrement, il se rend sur les marchés aux bestiaux pour prendre des photos. Il y a peu d'ailleurs, une scène a attiré son attention. Regardez cette vache. Je l'ai trouvée près d'un camion garé à l'extérieur. Elle était malade, allongée au sol parce que l'une de ses pattes était pourrie. Ils avaient mis un sac dessus pour que personne ne la remarque. Ce jour-là, Pavel et ses collègues tentent d'alerter les vétérinaires polonais toujours présents sur ces marchés aux bestiaux.
Le plus frustrant dans cette histoire, c'est que le vétérinaire nous a dit qu'elle était bonne pour l'abattage si on lui coupait la patte. On n'en croyait pas nos oreilles. Une vache malade déclarée propre à la consommation, une infraction à la loi européenne. Des vétérinaires qui assistent à des violations de la loi et qui ne prennent aucune mesure, c'est répandu en Pologne. On a vu plusieurs cas où les vétérinaires ferment les yeux. Et quand on fait appel à la police, eux aussi ignorent la situation. Officiellement, depuis l'affaire des faux steaks hachés, le plus gros abattoir polonais ferait l'objet d'un contrôle, suite à un signalement de la France. En attendant, la Pologne continue d'exporter plus de 1500 tonnes de viande chaque jour. Voilà pourquoi, chez nous, les services de l'hygiène restent en alerte. En Bretagne, à Vannes, nous retrouvons Nadine, l'inspectrice des services sanitaires et ses 30 ans d'expérience. Ce matin-là, elle s'intéresse à un restaurant qu'elle n'a pas contrôlé depuis 4 ans. Et elle va se montrer particulièrement tatillonne sur l'hygiène. Bonjour, Madame Guillaume de la DDPP. Je venais faire un contrôle. Comme toujours, Nadine débarque à l'improviste. L'équipe est en plein rush. Je pourrais voir un responsable? Oui, bien sûr. C'est le chef qui la reçoit, un peu inquiet. L'inspectrice enfile sa blouse et, fidèle à sa technique, passe tout au peigne fin. Alors on y va. Je regarde les dates, les produits pour voir l'aspect des produits, les origines. Donc, sur la viande par exemple, j'ai regardé puisque sur le menu c'était indiqué entrecôte française. Donc effectivement on a bien une entrecôte qui est d'origine française. Donc ça correspond à ce qui est indiqué au consommateur. Dans le moindre recoin, rien ne lui échappe. Il faudra bien nettoyer le distributeur. Donc là, il y a quelque chose de prévu au niveau du mur? Non. Faites attention aussi à l'entretien. Vous voyez là, ils sont sales. Pourquoi vous avez du scotch autour? Non, parce qu'il fuyait, il y avait juste un petit trou. Faut changer. Alors ça, vous allez enlever. Les sacs poubelles ne sont pas prévus à usage alimentaire. Nadine est intransigeante car la présence d'une seule bactérie peut mettre en danger la santé des clients. Ça va concerner surtout les personnes sensibles, les immunodéprimées, les femmes enceintes, les enfants, avec pour les femmes enceintes des risques de bébés mort-nés. C'est quand même une conséquence assez grave. Alors, pour éviter que quiconque tombe malade, Nadine a une arme implacable. C'est mon thermomètre pour vérifier les températures au niveau des denrées. Pourquoi vous vérifiez alors que les températures sont marquées sur les frigos? Ce qui est indiqué sur les frigos, c'est la température ambiante. Et la température qui fait foi, c'est la température à cœur de la denrée. Si les températures ne sont pas respectées, on peut avoir une multiplication des bactéries qui vont faire qu'on va arriver à l'intoxication alimentaire. On va laisser descendre tranquillement. On est à 4 degrés. On est un petit peu élevé pour du poisson. Pour le reste, c'est bon, mais le poisson, c'est 0,2. Hormis ce petit défaut, le restaurateur s'en tire plutôt bien. Les températures étaient bonnes, les dates étaient bonnes. Donc ça, c'est déjà 2 points très importants. Après, effectivement, on a quelques points d'hygiène, mais sans être non plus catastrophique. Le chef est soulagé. Il a le droit à quelques recommandations, mais aucune sanction. Qu'est-ce que vous allez faire du coup, monsieur? J'attends qu'on voit tout par mail, tous les points, tout refaire. Et puis on va tout respecter, tout ce qu'il faut changer, on va essayer de faire au mieux. Reste un dernier point et pas des moindres. La fameuse évaluation que tout le monde pourra consulter sur Internet. Nadine remplit le carnet de notes. Toutes les remarques, je ne peux pas vous mettre là, ça c'est sûr. On n'est pas dans les deux extrêmes. Je pense que je vais vous mettre là quand même. Le restaurateur écope d'un satisfaisant, au-dessus de la moyenne. Donc vous me corrigez tout ça? Pas de souci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. L'an dernier, 10% des restaurants contrôlés ont obtenu la plus mauvaise note.
Alors Nadine est inflexible sur l'hygiène, car les conséquences peuvent être dramatiques. À quelques kilomètres de Lyon, dans la commune de Miribel, une jeune mère séparée se bat depuis plusieurs mois pour sa petite fille. Tu es grande. Oh mais tu es grande. Oh mais tu es grande. Voici Julia et sa maman, Carla, 23 ans. Tu fais un bisou à maman? Fais un bisou? Oh, t'es gentille. Alors c'est ma fille, c'est Julia, qui vient d'avoir 2 ans, là, le 2 octobre. Et du coup, c'est une grande fille maintenant. Hein? Tu fais presque 1 mètre. Mais voilà, à 2 ans, contrairement aux enfants de son âge, Julia ne parvient pas à marcher. Est-ce que tu veux faire tes petits pas? Encore? Allez, 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 allez. Pourtant, regardez cette vidéo, tournée il y a 8 mois. Ah là. Julia, filmée par sa maman. Oh. À l'époque, elle gambade. Si Julia ne marche plus, c'est qu'au printemps dernier, elle est subitement tombée malade après un repas. Ça a commencé par des symptômes de gastro, vomissements, diarrhée. Et puis en fait, elle louchait beaucoup, elle louchait tout le temps. Et Julia, elle louchait pas, elle avait pas de problème de vue. Elle transpirait, alors qu'elle avait 35,2, on transpire pas, on a froid. Et elle vomissait. Aux urgences, le verdict tombe. La petite fille souffre d'un syndrome très rare causé par une bactérie, l'Escherichia coli, qui fait des centaines de victimes chaque année en France, surtout des enfants et des personnes âgées. On la retrouve dans la viande ou dans certains fromages, souillés par une hygiène défectueuse. Une bactérie redoutable qui a fait la une des journaux récemment avec la mort du petit Nolan. Le garçon de 10 ans décédé après 8 ans de handicap avait mangé un steak haché contaminé. Julia, elle, est sortie d'affaires, mais la fillette garde de lourdes séquelles neurologiques. Ils ont fait l'IRM par la suite et on voyait en fait qu'il y avait des énormes lésions partout. Et c'est là qu'ils nous disaient on ne sait pas si elle va s'en sortir, votre fille, parce que là c'est trop gros. Que Julia, selon du coup les traitements qu'elle a, l'handicap, parce que ça s'appelle un handicap qu'elle a, elle est basée à plus de 80%. Et Julia n'est pas la seule dans ce cas. Au total, 13 enfants de moins de 4 ans sont tombés malades en même temps à travers la France. Très vite, les inspecteurs de l'hygiène font le rapprochement avec un fromage, du Saint-Marcelin vendu dans plusieurs hypermarchés et provenant d'une seule et même usine. Julia, elle a voulu goûter, parce qu'elle voulait goûter à tout. Et en fait, elle a voulu goûter, mais elle a mangé un tout petit bout. Vraiment, même pas la moitié de mon petit doigt, vraiment tout petit. Et c'est la catastrophe. Depuis, la vie de toute la famille est bouleversée. Désormais, Julia est nourrie grâce à cet appareil. Ça, c'est la pompe, parce que du coup, Julia ne mange pas, elle mange avec le bouton de gastrostomie. C'est un petit bouton qu'elle a sur le ventre. Et du coup, le soir ou à l'heure le midi, en fait, je lui mets ça dans le bouton. Hop, je le raccorde ici. Ça, je le raccorde au lait et à l'eau. Et en fait, ça passe. Après, même les médicaments, du coup, elle les prend pas par la bouche. Donc, on met tout là-dedans. Pour cette maman courageuse, pas question d'en rester là. Hop. Là, il y a de lait qu'il lui faut. Avec Sybille, la grand-mère de Julia, c'est le début d'un long combat. Car la justice en est toujours au stade de l'enquête pour déterminer les responsabilités de chacun. Je veux, mais vraiment, je donnerai ce qui reste de ma vie pour ça, que ma petite fille soit reconnue comme une victime, parce que c'est une victime. J'espère qu'ils reconnaîtront leurs erreurs et que ce ne sera pas un combat. Maintenant, si ça doit être un combat, oui, on va combattre. On va combattre parce que mamie, elle ne laisse pas passer ça. Puis à la loi, il y a une justice dans ce pays. Face à elle, la fromagerie mise en cause ne souhaite pas s'exprimer. Malgré nos appels et notre visite sur place, personne n'a accepté de répondre à nos questions. Je suis journaliste. Je voulais parler à quelqu'un sur l'affaire des Saint-Marcelin. Écoutez, il n'y a personne. Il n'y a personne? Voilà. Personne qui peut me parler? Non. D'accord. Bon. Au revoir. Personne ne sait aujourd'hui si la petite Julia remarchera un jour. En attendant, pour éviter de tels drames,
les inspecteurs de l'hygiène réalisent plus de 40 000 contrôles chaque année. Après nos différentes enquêtes, je me retrouve à nouveau ici avec vous, Jean Edern. C'est assez affolant de voir en fait qu'on a beaucoup de difficultés à trouver de la bonne nourriture, à ne pas se faire tromper sur la marchandise. C'est bien ça? J'ai vu ça, ouais, c'est impressionnant, tous les charlatans et tout ce qu'on peut faire pour tromper les clients. Comment s'y retrouver? Quels conseils vous pouvez donner à nos consommateurs? Surtout, c'est de se responsabiliser. Nous, tout à chacun, et aussi par rapport aux enfants, par exemple. Ça passe par l'éducation. Par exemple, l'autre jour, j'étais au marché avec mes enfants, et c'est marrant, je suis un chef, c'est ma passion de bien manger les bons produits. Et mes enfants me disent « Regarde papa, les carottes, elles sont sales », et alors qu'il y avait de la terre, du sable dessus. Alors que justement, il faut se rendre compte et leur montrer que ce sont des produits qui poussent dans la terre et que les bons, vrais produits, on doit aller les chercher et leur transmettre et les éduquer par rapport à tout ça. Et finalement, valoriser aussi peut-être notre patrimoine local. Bien sûr, le patrimoine local et encore une fois, aider les petits producteurs qui font des très belles choses et il faut les aider à continuer. Sinon, un jour, on n'aura plus que une seule sorte de carotte ou de pommes. Et ce serait dommage. Merci de nous avoir accueillis pour cette édition spéciale gastronomie. Nous, on se retrouve très vite, évidemment, pour une nouvelle émission de 90 minutes enquête sur TMC. À bientôt.